Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à une nouvelle édition de Direct où on va passer en revue les dernières nouvelles locales et on commence avec à la une de notre actualité, le président Abdel Fattah el-Sisi qui s'est entretenu aujourd'hui avec le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov en visite au Caire en présence du chef de la diplomatie égyptienne Sameh Shoukry. Le président de la République a demandé à monsieur Lavrov de transmettre ses salutations au président russe Vladimir Poutine, tout en affirmant la volonté de renforcer le partenariat avec la Russie, surtout le partenariat stratégique global. Le président a également affirmé que l'Égypte accordait un grand intérêt au dossier du barrage de la Renaissance pour préserver les droits historiques de l'Égypte aux eaux du Nil. Le ministre russe des Affaires étrangères a pour sa part transmis les salutations du président russe Vladimir Poutine au président El-Sisi. Selon le porte-parole de la présidence, Sergei Lavrov a confirmé la volonté de la Russie de renforcer les relations égypto-russes dans les divers domaines. Il a aussi affirmé que Moscou donnait la priorité à la continuité des consultations et la coordination avec le Caire sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Lavrov a ainsi salué le rôle de l'Égypte sous la direction du président El-Sisi en tant que pilier essentiel de la paix et de la sécurité au Proche-Orient et en Afrique. Et à l'occasion du mois du Ramadan qui commence demain, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu un appel téléphonique de l'émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Ben Khalifa Al Thani, pour le féliciter à l'occasion du début du mois béni du Ramadan. Le président Abdel Fattah el-Sisi a déjà échangé les messages de vœux avec les rois, princes et présidents des pays arabes et musulmans à l'occasion du début demain du mois de Ramadan. Le chef de l'État a également envoyé des messages de félicitations aux musulmans égyptiens à l'étranger à cette occasion, exprimant ses sincères vœux de bonne santé et de bonheur. Le président a d'autre part reçu des messages de vœux de la part de hauts responsables de l'État. Le mufti d'Égypte, Dr Chaoui Alem, avait annoncé hier soir que le mois béni du Ramadan commencera demain. Dans un communiqué Dar el-Ifta où l'autorité chargée de publier les avis religieux a annoncé que ce lundi sera le dernier jour du mois de Sha'ban de l'année 1442 de l'Hégire. En même temps, le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a déclaré que l'Éthiopie avait violé l'accord des principes signé en 2015 qui tenait l'Éthiopie responsable de conclure un accord avant de remplir le barrage de la Renaissance qu'elle a violé. Parallèlement, le ministre de l'Irrigation et des Ressources hydriques, Mohamed Abdel Ati, a déclaré que l'État égyptien ne permettrait pas une crise de l'eau vu que ses répercussions n'affecteront pas seulement l'Égypte, mais aussi la région. Un reportage signé Salih Hamed et Yara Choucha. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a déclaré que l'Éthiopie avait violé l'accord de principe signé en 2015 qui tenait l'Éthiopie responsable de conclure un accord avant de remplir le barrage de la Renaissance qu'elle a violé. Dans des déclarations à la télévision, le chef de la diplomatie a souligné que les institutions de l'État égyptien ont des scénarios et traitent les choses en fonction de leur évolution, ajoutant que tous les éléments dont dispose l'État égyptien sont dévoués pour servir les intérêts du peuple égyptien. Et lorsqu'un côté tente de nuire aux intérêts du peuple égyptien, selon M. Shoukry, le peuple égyptien, en tant que gouvernement et peuple, nous avons la capacité de faire face avec détermination. Le ministre des Affaires étrangères a déclaré que le fait de faire participer des pays et des organisations internationales intervient dans le cadre d'un plan préétabli selon des horaires et un calendrier précis.
M. Choukri a souligné qu'en cas de dommage pour l'Égypte en diminuant ses droits en eau, ceci sera considéré comme un acte hostile et il existe un principe dans le droit international pour y faire face, ajoutant que ceci intervient d'une manière progressive, commençant par des mesures politiques et diplomatiques, puis l'intervention des parties qui peuvent avoir un impact sur la scène et se terminant par la volonté et la détermination du pays touché en ses droits de prendre des mesures et en ce moment, toutes les options sont convenables. Parallèlement, le ministre de l'Irrigation et des Ressources hydriques, Mohamed Abdelati, a déclaré que l'État égyptien ne permettrait pas une crise de l'eau, vu que ses répercussions n'affecteront pas seulement l'Égypte, mais aussi la région. M. Abdelati a indiqué que l'Éthiopie n'était prête à aucun accord, mais elle voudrait créer toujours des problèmes ou un état d'instabilité. Nous ne sommes pas contre le développement en Éthiopie, a déclaré le ministre, mais les dégâts surviennent lorsque le barrage est rempli pendant les périodes de sécheresse. Il a souligné qu'à cet égard, l'État a élaboré un plan depuis 5 ans, alors qu'une sécheresse est probable cette année, a-t-il dit, souhaitant qu'une crue se produise à l'instar de l'année dernière. Toujours concernant les relations égypto-soudanaises, nous avons une visite de la part du ministre égyptien des Finances, Mohamed Maït, qui a entamé hier sa visite officielle de 2 jours à Khartoum, à la tête d'une délégation regroupant le vice-ministre des Finances pour les affaires du Trésor public et le conseiller du ministre pour les politiques fiscales. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations avec le Soudan et du soutien au gouvernement soudanais dans tous les dossiers prioritaires. Salih Hamed et Yara Choucha nous donnent les détails. Le ministre des Finances, Mohamed Maït, a débuté dimanche une visite officielle de 2 jours à Khartoum à la tête d'une délégation regroupant le vice-ministre des Finances pour les affaires du Trésor public et le conseiller du ministre pour les politiques fiscales. Lors de sa visite, M. Maït devrait rencontrer de hauts responsables soudanais, à savoir le gouverneur de la Banque centrale, ainsi que les ministres des Finances, de la planification économique et du transport, de même que le secrétaire général du fisc, le directeur général de la douane et le directeur général du Bureau central des statistiques et des représentants d'associations d'affaires soudanaises. La visite, a dit M. Maït, s'inscrit dans le cadre des directives de la direction politique en Égypte pour renforcer les relations avec les frères au Soudan et fournir toutes les formes de soutien au gouvernement soudanais et dans tous les dossiers prioritaires. Le ministre des Finances a déclaré dans un communiqué que ces réunions avec les responsables soudanais à Khartoum seraient axées sur les moyens de renforcer les relations économiques entre les 2 pays et les programmes et politiques égyptiens dont nos frères au Soudan souhaitent bénéficier. Il a souligné devoir passer en revue les axes du programme de réforme économique et sociale mis en œuvre par le gouvernement égyptien et l'expérience du ministère égyptien des Finances dans le passage au budget programme et la performance ainsi que le programme de partenariat entre les secteurs privés et publics. Une nouvelle découverte exceptionnelle en Égypte, archéologique bien sûr, une découverte archéologique, et c'est la raison pour laquelle nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio Madame Manal Mourad, vous êtes égyptologue, bonsoir. Bonsoir. De toute façon, on va présenter un petit reportage qui raconte de cette nouvelle et puis on va avoir vos commentaires. Une ville antique a été découverte près de Luxor, vieille d'au moins 3400 ans. Cette antique ville égyptienne à 500 km au sud du Caire date du règne du roi Amenhotep III et a continué d'être utilisée par le roi Toutankhamon. Pour le directeur de la mission Zahi Hawass, c'est la plus grande ville antique d'Égypte qui a été découverte. Regardons ce reportage signé Salih Hamed et Yara Choucha.
Les archéologues ont découvert les restes d'une ancienne ville dans le désert à l'extérieur de Luxor, qui, selon eux, est la plus grande jamais trouvée en Égypte et remonte à l'âge d'or des pharaons il y a 3000 ans. Le célèbre égyptologue Zahi Hawass a annoncé la découverte de la cité dorée perdue, affirmant que le site avait été découvert près de Luxor, où se trouve la légendaire vallée des rois. La ville a 3000 ans, date du règne d'Amenhotep III et a continué à être utilisée par Toutankhamon et Haï. L'équipe a qualifié la découverte de la plus grande ville antique jamais découverte en Égypte. Betsy Bryan, professeure d'art égyptien et d'archéologie à l'université Johns Hopkins, a déclaré que la découverte était la deuxième découverte archéologique la plus importante depuis la tombe de Toutankhamon, il y a près d'un siècle, selon le communiqué de l'équipe. Des bijoux ont été mis au jour, ainsi que des récipients en poterie colorée, des amulettes de scarabées et des briques de boue portant des sceaux d'Amenhotep III. De nombreuses missions étrangères ont cherché cette ville et ne l'ont jamais trouvée, a déclaré Hawass, un ancien ministre des Antiquités. L'équipe a commencé les fouilles en septembre 2020 entre les temples de Ramsès III et d'Amenhotep III près de Luxor, à quelques 500 km au sud du Caire. En quelques semaines, à la grande surprise de l'équipe, des formations de briques de boue ont commencé à apparaître dans toutes les directions, indique le communiqué. Ce qu'ils ont mis au jour, c'est le site d'une grande ville en bon état de conservation, avec des murs presque complets et des salles remplies d'outils de la vie quotidienne. Après 7 mois de fouilles, plusieurs quartiers ont été découverts, dont une boulangerie complète avec des fours et de poteries de stockage, ainsi que des quartiers administratifs et résidentiels. Amenhotep III a hérité d'un empire qui s'étendait de l'Euphrate dans l'Irak et la Syrie moderne au Soudan et est mort vers 1354 avant Jésus-Christ. Il a régné pendant près de 4 décennies, un règne connu par la grandeur de ses monuments, y compris les colosses de Memnon, 2 statues de pierre massive près de Luxor qui le représentent lui et sa femme. Les couches archéologiques sont restées intactes pendant des milliers d'années, laissées par les anciens résidents, comme si c'était hier, indique le communiqué de l'équipe, alors que la mission espère découvrir des tombes intactes remplies de trésors. Voilà une découverte exceptionnelle, une découverte archéologique dont même les archéologues égyptiens étaient éblouis et stupéfaits d'avoir retrouvé une telle cité. Madame Mourad, je rappelle que vous êtes égyptologue. Alors, comment vous trouvez cette découverte expliquez-nous de quoi il s'agit. Exactement. Tout d'abord, bonsoir et bonne fête de Ramadan à tout le monde et à tous vos spectateurs. C'est une découverte inouïe, Ashraf. C'est une découverte qui est bouleversante en même temps. Il s'agit d'une cité, donc il s'agit de la vie des vivants à l'époque, des anciens Égyptiens. Et savez-vous que tout l'art égyptien se base sur une littérature funéraire. Donc on a découvert tout le temps les pyramides, les tombeaux, les hypogées, les temples funéraires, les temples solaires. Toujours on vous parle des hymnes de la mort, de la vie dans l'au-delà, etc. Et c'est une des rares fois, c'est pas la première fois quand même, mais c'est une des rares fois qu'on a une découverte bouleversante. Il s'agit d'une cité sur la rive ouest, avec 3 palais. Je peux vous interrompre oui. Une seconde. Alors, c'est sur la rive ouest, c'est-à-dire la rive des morts, où il y a les vallées des rois, des reines, c'est-à-dire tout ça. Comment ça se fait que c'est une cité pour les vivants? Exactement. Donc, toutes les hypothèses qu'on connaissait, c'est grâce à des découvertes épigraphiques. On était totalement, comment dirais-je, emprisonnés par ce qu'on connaît, ce qu'on sait. Même le mot vallée des rois, par exemple, parce qu'on a trouvé 60 tombes royales, mais on n'a jamais dit que c'est plus une vallée des rois, parce qu'on a découvert des prêtres qui sont inhumains, qui sont enterrés dans la vallée des rois, une princesse, on a trouvé des princes qui sont encore ensevelis dans la vallée des rois. Donc tous les nommations, tous les noms anciens du Xe siècle, XIIe siècle jusqu'au XVIIe siècle, quelque part vont tomber.
bientôt. Et revenons à votre question. Donc la cité nous bouleverse totalement parce qu'il s'agit de l'époque d'Amenophis III, une époque glorieuse, 1390 avant Jésus-Christ. Amenophis III, c'est un des successeurs des rois grandioses de la 18e dynastie, fils des rois Thoutmôsis, fils des Amenophis. Donc ses prédécesseurs ont quand même pu installer et instaurer un royaume énorme, citant Thoutmôsis III, Sa Majesté Thoutmôsis III, qui est allé jusqu'à l'Euphrate au nord, jusqu'au 6e cataracte au sud. Donc Amenophis III a hérité tout un pouvoir avec une richesse, avec une époque glorieuse, la raison pour laquelle l'égyptologue Zahi Hawass a nommé cette cité la cité dorée, bien qu'il n'a pas trouvé vraiment de l'or. Mais pourquoi dorée? Parce que c'est une époque dorée, c'est une époque glorieuse. Voilà, donc une cité avec 3 palais, avec des boulangeries, comme dans votre rapport, vous l'avez mentionné, avec des ruelles, et c'est pas fini. Ils ont trouvé aussi des magasins contenant des poteries, avec des mots précises, mais d'une clarté ashraf extraordinaire. Donc c'est écrit en hiéroglyphes, telle année, telle époque, de la fête Hebsed du roi, du jubilé du roi. Donc, comme on le sait, dans la tradition égyptienne ancienne, le roi fêtait son jubilé pour exprimer ses muscles, sa capacité physique. Donc, je suis le roi qui est capable de gérer encore ce pays. Je suis le plus fort, je suis le fils d'Horus sur terre. Donc, c'est mentionné même sur les poteries contenant la nourriture. Savez-vous qu'on a trouvé de la viande séchée, comme notre basterma qu'on mange aujourd'hui, séché au sel. Ils ont trouvé aussi des bagues en or, ils ont trouvé un squelette, mais stupéfiante, et encore beaucoup d'ostraka, beaucoup de... Ostraka Ostraka, c'est un mot grec qui veut dire des pièces de poterie sur lesquelles on écrit exprès une information, donc comme des petits stèles. Donc ostraka, c'est une documentation. C'est un mot grec à l'origine. Donc voilà. Voilà. De quoi il s'agit, cette cité? C'est quoi exactement? C'était à l'époque quoi? C'était à l'époque une cité des vivants. Les gens vivaient, servaient le roi, servaient les palais royaux, achetaient, vendaient, donc il y avait de la commerce, il y avait aussi de l'industrie. Figurez-vous, dans cette cité, donc ils faisaient beaucoup de choses dans cette cité, ils étaient vivants. Savez-vous qu'au début du XXe siècle, le Français Bernard Bruyère avait découvert la cité des ouvriers, au pied d'un site extraordinaire aussi, la vallée des artisans et des artistes, qu'on nomme Der el Médine. Donc on avait leur maison. On avait les restes de leurs journaux, on avait les restes de leurs poubelles même, on avait analysé pas mal de choses, on a pu comprendre leurs anecdotes. Donc c'était la première fois qu'on fait quelques pas vers la vie des ouvriers, la vie des humains, comment ils rigolaient les Égyptiens, qu'est-ce qu'ils mangeaient, comment leur nourriture contenait des oignons, de l'ail, les légumes, etc. Donc c'était très vivant. Et puis on a trouvé d'autres documentations de l'époque de Ramsès III, la vie à l'époque de Ramsès III aussi, et c'était dans les alentours de Médine Tabou. Voilà, le temple de Ramsès III. Et là, une mission égyptienne. Et c'est très honorable quand même qu'on trouve à Saqqara, qu'on trouve à Minier, qu'on trouve à Assiout, et qu'on trouve aussi là à Luxor même, une mission égyptienne qui travaille avec des mains égyptiens, voilà, et qui découvre une cité grandiose, la cité d'Amenophis III. Donc Amenophis, c'est son nom à la grecque, et son nom égyptien, c'est Amenhotep III, le papa d'Akhenaton. Oui. Le prédécesseur de Toutankhamon, ou Toutankhamon, qui a vécu aussi avec une documentation maintenant précise dans la même cité. Donc Toutankhamon a vécu dans la cité découverte il y a quelques jours. Oui. Là, c'est une cité, comme vous venez de dire, ou comme je viens de comprendre, pour les vivants. Et comme on vient de dire, c'est sur la rive ouest, c'est-à-dire la rive des morts. Alors, est-ce qu'il s'agit de la cité des ouvriers ou bien des gens qui bâtissaient ou bien creusaient ces tombes, etc., et qui travaillaient bien évidemment pour le roi,
ou bien c'était une cité où les gens vivent normal? Non, c'était une cité. Jusqu'à maintenant, parce que les documentations sortent petit à petit. Oui, bien sûr. Donc jusqu'à maintenant, c'était une cité beaucoup plus animée que vous le croyez. C'est-à-dire, c'était pas seulement par rapport aux ouvriers. C'était pas du tout comme à Deir el-Médine. C'était les ouvriers seuls qui sortaient tous les matins, revenaient tout le soir, qui étaient servis et qu'on leur amenait l'eau jusqu'à leurs pieds, qu'on éduquait leurs enfants là-bas, etc. Non. C'était une cité des vivants normaux qui travaillaient dans plusieurs domaines. Il y avait des maisons qui sont découvertes. Et figurez-vous, on a trouvé même des murailles ondulées, comme dans les alentours des temples. Et l'ondulation des murs était très significative. C'est le symbole de l'océan primordial. Donc partout, vous avez l'empreinte de la religion, vous avez l'empreinte de cette éducation religieuse, même dans leur construction. Ça exprime quand même leur croyance vers le monde éternel. Oui, ils vivaient là. Ils étaient des humains comme tout le monde. Ils vivaient, ils mangeaient, ils travaillaient. Et puis, à la fin, on a trouvé même des sépultures dans la cité. Donc, ça nous bouleverse de ce point de vue, Ashraf. C'est-à-dire 3 palais, une boulangerie, des magasins, des trésors qui sont découverts, des squelettes et des sépultures. Quand même, on n'a jamais cru trouver un truc pareil. Voilà. On n'a jamais trouvé un truc pareil. Ça, c'est une très bonne phrase. Est-ce que cette découverte nous donne une idée comment exactement la vie à l'époque pardon, on va retarder la réponse juste après l'appel à la prière. Entendu. Voilà, nous reprenons notre édition de direct et cette partie consacrée à la nouvelle découverte de Luxor, une cité, une grande cité. Madame Manal Mourad, vous êtes égyptologue. La question, c'était, avec cette découverte, est-ce qu'on connaît ou on commence à comprendre et savoir comment les Égyptiens, les anciens Égyptiens à cette époque vivaient? Oui, nous avons quand même une information assez large par rapport à l'époque des Ramessides. Ce qu'on appelle l'époque des Ramessides, c'est le Nouvel Empire. C'est entre la 19e et la 20e dynastie, mais on n'avait pas quand même quelque chose qui touchait la 18e dynastie, comme cette cité, qui date d'une époque beaucoup plus précoce, beaucoup plus en avance, 1390 jusqu'à 1350 quelques avant Jésus-Christ. L'époque d'Amenophis, les Toutmosis, et ensuite Toutankhamon, Aïe, Horemheb, etc. Et 19e dynastie, nous allons vers Ramsès Ier, ensuite Ramsès II. Donc à l'époque de Ramsès II, nous avons des documentations assez écrites sur papyrus, comment les ouvriers menaient leur vie, comment le fellah, c'est-à-dire le paysan, avait une vie, comment l'aristocratie, la cour autour du roi vivait, comment l'éducation fut très importante, les écoles, où sont-ils leurs écoles, les enfants, à quel âge ils se rasaient, les cheveux, qu'est-ce qu'ils portaient, les mèches de cheveux, l'hygiène, comment les Égyptiens se rasaient tous les jours, parce que c'était dans leur culture, et un savoir-vivre extraordinaire, comment ils tissaient leurs robes, ils employaient le lin et la laine séparément, jusqu'à l'époque copte, quand on a tissé le lin avec la laine. Donc l'Égypte a connu le lin et la laine, jamais le coton à cette époque-là. C'est beaucoup plus tard, en 1827, à l'époque de Jumel le Français, qu'on a implanté le coton en Égypte. Bref, on a quand même une documentation venant de l'époque de Ramsès III. Des papyrus aussi, qui sont conservés à Palerme, en Italie, ou bien conservés au musée du Cœur, ou bien dans les alentours de Médine et Tabou, on a trouvé des documentations qui nous parlent de la vie quotidienne. Et aussi, les ouvriers qui allaient jusqu'à Wadi el-Hammamet, à l'est, dans le désert est, nous ont laissé des graffitis sublimes, des graffitis pour raconter leurs anecdotes, leurs peines, leurs malheurs, qu'est-ce qu'ils aimaient, leurs repas, etc.
Et la découverte de Bernard Bruyère sur la rive ouest, c'est plutôt l'époque ramesside, aussi 19e et 20e dynastie, Der el-Médinée. Et d'ailleurs, beaucoup d'écrivains ont fait couler leurs plumes pour nous laisser des livres extraordinaires sur ces serviteurs, comment ils ont mené une vie totalement dévouée à la décoration des tombes, à la construction des tombes. Donc on connaît de leurs tombes, on a une documentation qui nous parle de leur vie quotidienne. Qu'est-ce qu'ils mangeaient, qu'est-ce qu'ils buvaient, comment ils supportaient 10 jours, la décade, c'était leur semaine, et comment ils suppliaient pour avoir des vacances. On a tout, quoi. Oui, mais cette découverte-là, la récente, qu'est-ce qu'elle nous apprend de plus? Beaucoup, C'est-à-dire C'est-à-dire, on a des datations très exactes jusqu'à maintenant, parce que je suis pas sur place, je suis pas sur le site archéologique. Tous les jours, toutes les secondes, il y a quelque chose qui sort. Donc, jusqu'à mes connaissances, qui sont il y a 1 heure seulement de maintenant, donc on a des documentations datées avec des célébrations de fêtes. On sait absolument que le roi Aménophis III avait vécu dans un de ses palais. Parlez-nous de Aménophis III, l'importance de cette époque. Oui, c'est quand même un homme grandiose. Pour simplifier, pour rapprocher son image, c'est les 2 statues de Memnon. C'est le propriétaire de ces 2 statues colossales à l'entrée de la rive ouest. Voilà, lorsque vous pénétrez par la rive ouest, donc vous avez 2 statues extraordinaires qui étaient restaurées par les Romains, mais qui étaient monolithes et qui embellissaient l'entrée d'un temple à Sa Majesté Aménophis III, le temple de millions et de millions d'années. Qu'on a travaillé là-dedans aussi, on a sorti, excusez-moi, des scarabées, des statues colossales, on a fait sortir pas mal de choses. Il y a un couple grandiose, colossal, qui ornemente l'atrium du musée de Mariette au Caire et qui va ornementer, bien sûr, s'ils vont pouvoir le transporter au grand musée, c'est Sa Majesté Aménophis III avec sa femme Tihi, les parents d'Akhenaton. Mais quand je vous dis grandiose ou colossal, je vous parle de 16 mètres. 16 mètres de haut, en calcaire, sculpté, monolithe, avec leurs enfants au pied. Donc tout ça, c'est Aménophis III. C'est le propriétaire du temple de Luxor. C'est le constructeur du temple de Luxor, excusez-moi. Donc la partie ancienne du temple de Luxor fut construite par Aménophis III et embellie quelques parties par son fils Aménophis IV. Ensuite, c'est Horemheb et Toutankhamon qui a continué la construction. Et puis, vous avez Ramsès II qui a ajouté la cour oblique avec les pylônes et avec les statues colossales et avec les 2 obélisques. Dont l'un est à la Concorde, à Paris. Oui, ne me parle pas de ça parce que... Ça fait mal au cœur. Ça me fait à moi mal au cœur. C'est une grande dispute, une grande discussion. Donc, on a la cité découverte qui est en parallèle à ce musée, à ce temple de Luxor. Donc on a l'âge de ce temple. On est dans la même époque de la construction du temple de Luxor. On est à l'époque du temple de millions et de millions d'années d'Aménophis III. Carrément, le temple se trouve dans le dos de la découverte, c'est-à-dire tout proche de la découverte. Ça veut dire que aujourd'hui, on peut être conscient que les Égyptiens, ils ont vécu un peu, ou les pharaons, ou les rois de l'Égypte avaient vécu une partie de leur vie quand même au proche de leur temple de millions et de millions d'années. Il y avait des cités partout, donc ils se transportaient de l'Est à l'Ouest. Donc l'idée que l'Est, c'est la vie éphémère, c'est les palais royaux, etc. Et puis l'Ouest, c'est pour enhumer les corps et pour les enterrer et les ensevelir, reste quand même la plus figée dans notre esprit, dans nos études. Mais cette cité, qu'est-ce qu'elle va nous éclairer encore? Qu'est-ce qu'elle va nous informer? On attend impatiemment. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a toujours des découvertes, des choses à découvrir sur cette cité? Oui, c'est pas fini. C'est pas fini, on a découvert une petite partie, quelques rues principales, quelques murs d'enceinte à l'intérieur, très bien conservés, bien que c'est en torchis.
Vous savez, le torchis, c'est quoi? C'est Non. le limon mélangé avec de la paille. Ouais. Donc c'est très fragile, mais quand même, on a trouvé des assises complètes. Donc on peut quand même imaginer, et avec nos ordinateurs, on peut reconstruire les palais, les boulangeries, les magasins des palais, etc. Et nous sommes en voie de découvrir le reste de cette cité. N'oublie pas que le musée du Metropolitan, le Metropolitan Museum, au début du XXe siècle, avait fait une démarche tout proche de cette cité-là pour trouver un endroit qu'ils ont nommé Malgata. Malkata. Malkata tel Baïr. Donc Malkata, c'était quoi? C'était un endroit où ils ont trouvé des traces de construction et ils ont dit, probablement on va trouver quelque chose après. Voilà, le quelque chose après, c'est toute cette cité qui se découvre tous les jours un peu à nos yeux. Voilà, et c'est glorieux, c'est extraordinaire. Je ne trouve pas de mots, ça me bouleverse. Quand j'ai vu ça, j'ai eu des larmes aux yeux parce qu'on va enfin connaître beaucoup plus sur Amenophis III, sur Amenophis IV, qui a été son co-régent, c'est-à-dire qui a co-régné avec son père. Akhenaton lui-même, Amenophis IV, a vécu à Thèbes, a vécu dans cette cité-là, a prêché sa nouvelle religion depuis Thèbes, depuis la rive ouest, depuis cette cité-là. Après, les prêtres se sont tournés contre lui, les prêtres de Karnak, ils l'ont même accusé d'hérétique, de quelqu'un qui est contre la religion totalement. Il a dit, vous me croyez, vous me suivez. Les plus belles paroles d'Akhenaton étaient des hymnes religieux extraordinaires. Je crois à vous, le premier et le dernier, vous, la lumière du monde, des hymnes extraordinaires. On a trouvé quelques hymnes sur ces poteries découvertes dans cette cité. Donc Akhenaton lui-même a vécu, a prononcé le nom d'Aton. D'ailleurs, le nom de cette cité, c'est le lever d'Aton. Le lever d'Aton. Donc quand même, le culte du dieu Aton était ancré dans cette cité, existait sur la rive ouest de Luxor, avant Akhenaton, c'est-à-dire en parallèle avec Amenophis III. Tout ça, ce sont des documentations qui sortent, des confirmations qui vont être données par les historiens et par les égyptologues, les archéologues qui travaillent sur place. Vous m'avez amené dans un autre monde, là où il y a les pharaons et leurs villes, etc. Avant de terminer, parce qu'on n'a que presque une minute, parlez-moi de la parade royale qu'on a vécue ici. Merci d'avoir évoqué tout ça, parce que c'est ce défilé somptueux, ce défilé qui nous a donné tous la chair de poule, qui nous a quand même fait rêver, qui nous a bouleversés totalement, et qui nous a quand même, voyons ces femmes qui sortaient avec ces emblèmes, ces peaux de lumière, la plumette. Donc ça nous rappelle quand même qu'il y avait un monde des humains qui était éduqué par la justice de Maët, qui était éduqué par la bonté de Maët. Donc nos ancêtres Ashraf, nos grands-parents ont vécu se sont baignés dans cette religion extraordinaire, cette religion de justice, d'équité et de lumière. Donc 5000 ans coulent dans nos veines, 5000 ans de croyances, de lumière coulent dans nos veines. Et ce défilé quand même a touché tout le monde, celui qui connaît, celui qui ne connaît pas, a touché les étrangers, les gens qui ne sont pas égyptiens, qui nous regardaient par leur écran. 400 télévisions du monde entier ont pu lancer retransmettre tout voilà. ça, oui. Et comment on psalmodiait les hymnes, ces chansons, ces femmes avec leurs robes, tout ça, je ne sais pas parce l'hymne que... de Isis, oui, c'était le hymne d'Isis. Avec la langue égyptienne ancienne. Qui était prononcée, et cette musique qui est à la fois liturgique, qui était à la fois mélodique, et les gens disent, mais comment est-ce qu'on a connu la musique égyptienne? Oui, dans le temple de Dendera, on a trouvé des instruments de musique, on a trouvé dans des tombeaux à Saqqara, on connaît les octaves musicales, on connaît quelques notes. Vous savez, les harpistes aveugles qui sont là, ils ont mentionné quelques notes de musique.
C'est vrai que c'était très difficile à savoir, mais avec les instruments, les flûtes, les harpes, etc., on a pu quand même connaître les octaves musicales de l'Égypte de l'Antiquité. Quelle parade, merci beaucoup. Et de votre socle ici, vraiment, je rends hommage à notre ministre Khaled Anani. Dr Khaled, merci beaucoup. Il nous a fait vraiment rendu très fiers, très accrochés, très égyptiens. Vivre l'époque. Et oui, on a vécu, mais pas seulement vivre l'époque, c'est beaucoup plus. Vous n'avez pas le temps, mais j'aurais bien m'exprimer autrement parce que c'est quelque chose de grandiose qui a touché le monde entier. Ouais. Et puis, qui nous enlève un tout petit peu le matérialisme, le Covid, nos problèmes de confinement, et puis un défilé très étudié, honorable de très cette bien Égypte. Réalisé. Et de ces momies, de 22 momies extraordinaires, entre autres la reine Hatshepsut, qui a quitté son musée voilà, pour aller ailleurs. Oui, très bien. Juste une petite correction, parce que le monde a été attaché par cette parade, parce que c'est l'histoire de l'humanité. Alors c'est leur histoire, même si l'origine c'est ici, ou bien le berceau c'est en Égypte. Vous avez raison. Je vous remercie beaucoup, Manal Mourad, vous êtes égyptologue. Je vous remercie infiniment pour toutes ces informations. Et à la prochaine. Voilà. Merci à vous. Merci et je vous donne un rendez-vous demain à la même heure avec une nouvelle édition de Direct. Au revoir.